Bonjour à tous. En lieu et place d'un cessez-le-feu pour amorcer le dialogue, ce sont des scènes d'horreur qui se multiplient sur le théâtre de la crise anglophone. Un bébé de 4 mois a été tué dans des circonstances troubles, suscitant une vague de consternation et d'indignation des Camerounais. Le gouvernement a vite fait de démentir l'implication des forces de sécurité dans ce crime et pointer du doigt une affaire de règlement de compte entre groupes armés séparatistes anglophones auxquels appartiendrait le père du bébé, une version officielle contestée au sein de la famille. Selon la nouvelle expression, le père de la victime persiste et signe. Ceux qui ont tué son enfant de 4 mois étaient en tenue militaire. Pour l'opposition, les circonstances du meurtre de ce bébé, telles que relatées par le porte-parole du gouvernement, ne font qu'envenimer la polémique sur les mobiles du meurtre et la réelle identité des auteurs de cet acte ignoble. À ce drame s'ajoute la découverte de la tête d'un enseignant décapité et exposé en plein centre-ville de Bamenda. L'horreur se banalise, constate le journal Mutation. Sur le théâtre de la crise anglophone, les exactions se multiplient et malgré ce sombre tableau, le gouvernement esquive ce sujet qui fâche. Lors du dernier conseil de cabinet réunissant le gouvernement autour du Premier ministre, le messager constate qu'il n'y a eu aucun mot sur la crise anglophone dans le communiqué final. Pourtant, la cruauté et la violence s'intensifient dans les régions anglophones. Les populations continuent de compter les morts et le sang des innocents vient entacher l'élan de paix et de dialogue très attendu dans le chaudron de la crise anglophone. Quelles peuvent être les conséquences de ces scènes d'horreur et ces multiplications des violations des droits humains? Comment le processus de paix et de dialogue peut-il s'imposer sur les braises ardentes de la crise anglophone? Alors que l'horizon est loin de s'éclaircir, le Cameroun fait face à une autre crise liée à la dernière élection présidentielle d'octobre 2018. Cela fait 4 mois que le principal adversaire politique du chef de l'État et près de 200 de ses militants sont placés en détention sans être jugés et pourtant accusés d'insurrection, de rébellion en groupe et d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce feuilleton juridico-politique révélateur d'un bras de fer entre le pouvoir de Yaoundé et le MRC alourdit le climat sociopolitique et inquiète l'opinion publique et les principaux partenaires internationaux du Cameroun. Comment sortir de cette impasse politique et mobiliser les énergies pour éviter l'explosion d'une bombe sociale au Cameroun? Mesdames, Messieurs, ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées par des avocats de renom, éditorialistes de haut vol et fins analystes politiques conviés sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Maître Emmanuel Pincy. Bonjour Maître. Bonjour Cédric et bonjour aux millions de téléspectateurs de cette excellente chaîne. Je voudrais déjà avant d'avancer dire que il faudrait que la justice camerounaise retrouve ses lustres d'antan. Soustraction des dossiers au niveau de la Cour suprême, soustraction des juges qui rendent des décisions sur ce qu'on ne leur demande pas, les juges qui ne respectent pas les dispositions légales. Il est grand temps, parce que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de démocratie. Il faut faire très attention et je voudrais vraiment chaque fois que le garde des Sceaux puisse en sorte faire le tour des juridictions camerounaises parce que ça ne se passe pas très bien. Ça, je dois dire que ça c'est quelque chose, je ne voudrais pas parler des dossiers qui existent, mais les investisseurs ne sont pas contents. Les gens veulent investir des milliards, mais quand vous arrivez au Cameroun, c'est du n'importe quoi. Alors, vous avez parlé de sujets, on en parlera tout à l'heure. Sur la justice camerounaise qui pose un problème, sur le fait que les institutions financières ont demandé que toutes les affaires qui concernent les civils ne passent plus devant les juridictions militaires. On en parlera. C'est des réformes qui doivent exister et ça doit se faire rapidement. Je précise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Également présent sur ce plateau avec nous, Maître Roland Dioux. Bonjour.
Bonjour Cédric Noufele, bonjour aux copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Merci d'être avec nous ce C'est dimanche. D'autres avocats présents sur ce plateau, Maître Emmanuel Achou. Bonjour Maître. Bonjour Cédric Noufele, bonjour copanélistes et bonjour téléspectateurs. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, analyste politique. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, d'autres analystes politiques et UPCistes également. Serge Sora, bonjour. Bonjour et un bonjour très particulier et chaleureux aux populations du nord-ouest et du sud-ouest et une extrême compassion de la part de tous les patriotes camerounais à leur endroit. Et j'aimerais quand même dire un mot. Je pense que vous avez invité ici des gens assez élevés et pour des sujets très complexes. Je souhaiterais que les Camerounais qui nous écoutent cet après-midi, chacun chez lui, ait un élément positif pour qu'ensemble, nous ayons mis un pas en avant pour la construction d'un Cameroun stable, paisible et développé. Et juste à vos côtés, il est éditorialiste à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse. Edmond Kamdia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufele, je salue tous les copanélistes. Bien entendu, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Alors d'entrée de jeu, ce drame survenu au moment où le Cameroun célèbre la fête nationale de l'unité, un bébé de 4 mois tué dans des circonstances troubles à Mouyouka, dans la région du sud-ouest, et le gouvernement qui attribue cet acte à des groupes séparatistes armés, évoquant des liens entre le père de la victime et ces groupes armés et séparatistes. Maître Emmanuel Achou, comment vous avez apprécié cette sortie du gouvernement et sa version des faits au regard de ce drame survenu à Mouyouka? Moi, j'ai compris que le MINCOM voulait couvrir l'affaire ou protéger les gens qui ont perpétré cet acte ignoble. Parce que moi je suis descendu à Mouyouka et j'ai été informé qu'il y avait des véhicules militaires qui étaient là, qui sont venus. Donc ce n'est pas seulement un acte isolé qu'un soldat est entré, ils sont venus en véhicule. D'autres ont parlé de blindés et un camion. Et ce monsieur-là est sorti seul pour aller vers cette maison. Donc, il sortait en tirant en l'air. Donc, les douilles qu'on a ramassées, c'est les douilles de son activité. Il tirait avant d'aller s'attaquer à cette maison. Donc, pour que le ministre fasse ce genre de sortie sans investigation aucune, vraiment, je suis très sidéré et je ne comprends pas que le ministre puisse indexer les Amba Boys, alors que lorsqu'on regarde la vidéo même, si on veut se limiter à la vidéo, rien dans cette vidéo n'indique les Amba Boys. Rien. Il n'y a que la maman qui parlait, qui pleurait, qui disait que un militaire a tué son enfant. Et si elle-même ne fuyait pas, elle n'allait pas avoir la vie sauve. Maintenant, le père aussi dit la même chose. Les voisins aussi disent la même chose. Sur quoi est-ce que le ministre se fonde pour dire que c'est les Amba Boys qui ont perpétré cet acte? Moi, je pense que lorsqu'il y a un problème comme celui-là, il ne faut pas qu'on retombe dans le même problème qu'on a eu au nord, où on a vu des soldats tirer sur une femme avec un enfant au dos. On a nié, on a dit non, ce n'est pas les soldats camerounais, c'est des Maliens. Après, lorsqu'on identifie des soldats, on dit non, c'était un brebis égalé. Non. Essayons apprenons les leçons, n'est-ce pas, de l'expérience passée. Voilà un cas qu'il ne faut pas protéger. Nous avons sur place à Mouyouka la gendarmerie, la police, la justice. Qu'est-ce qui a empêché que le ministre de la Justice demande au procureur de la République de descendre la voie, mener les enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé? Vous voyez que jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'enfant a été enterré. Aucune autorité étatique ne s'est présentée. Je parie qu'ils ne savent même pas où se trouve la tombe. Alors, derrière tout ça, le ministre prend son bec, il écrit pour faire un communiqué. Non, moi je pense que c'est une tentative de couverture, n'est-ce pas, d'un crime. Et ce n'est pas acceptable. Le gouvernement qui insiste sur les circonstances de ce drame, évoquant règlement de compte
entre des groupes armés séparatistes auxquels appartiendrait le père de la victime. Et dans les colonnes de la Nouvelle Expression, il y a la version de la famille qui contredit celle de René Emmanuel Sadi. Edmond Kamga, la Nouvelle Expression, qui s'est rendu également à Moyouka pour mener des investigations. Qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? Oui, tout à fait. La Nouvelle Expression est descendue sur le terrain pour s'enquérir de la situation. Et vérification faite, on a donné la parole à tous ceux qui vivent dans le quartier, c'est-à-dire les personnes concernées et le voisinage. Nous avons rencontré le monsieur qui vit dans la maison et la dame en question qui a perdu son bébé. Le monsieur nous donne son identité et nous dit qu'il travaille à la CDC. La dame persiste et signe que c'est des hommes en treillis militaire qui se sont rendus dans leur maison et qui ont tué leur bébé. Nous avons donné la parole aux voisins qui ont confirmé, qui ont donné la même information. Nous avons rendu compte de la situation. Et nous sommes tout de même perplexes par rapport au communiqué du ministre de la Communication. Parce que le ministre de la Communication fait un communiqué, accuse de manière formelle les Zamba Boys d'avoir posé un acte alors qu'aucune enquête n'a été diligentée pour parvenir à une telle conclusion. Ça, c'est la première chose que nous notons et sur laquelle nous avons, par rapport aux expériences passées, par rapport aux faits passés qui sont d'ordre politique, pour prendre l'exemple le plus récent, c'est le cas de la casse des ambassades de Paris et de Berlin. Nous avons vu Sadi avoir deux positions contradictoires. D'abord, il affirmait que c'est Maurice Kamto et ensuite ses partisans qui ont fait la casse à Paris et à Berlin. Mais très vite, lorsque il s'est rendu compte qu'il y a une plainte contre lui, diligentée par les conseils de Maurice Kamto et du MRC, très vite, il prend un communiqué pour dire non, ce sont des personnes non identifiées qui ont fait la casse à Paris et à Berlin et dit-il, le gouvernement a porté plainte contre X. Mais finalement, M. Sadi, quelle est sa position réelle? C'est-à-dire, il fait d'abord un communiqué où il dit une chose, et ensuite, il dit le contraire. Je ne serais pas surpris que dans les jours à venir, il prenne un communiqué pour dire autre chose. C'est-à-dire le contraire de ce qu'il a affirmé. Et ce n'est pas de nature à renforcer la crédibilité de l'autorité de l'État. Il faudrait que lorsqu'un ministre prend la parole, au nom de la République, au nom du gouvernement, qu'il parle avec autorité et que ces faits soient vérifiables, y compris par la presse, y compris par une commission indépendante, nationale ou internationale. Ce sont les premières informations et les analyses que nous pouvons faire pour dire qu'en réalité, il faut qu'on fasse très attention. Barrister Emmanuel Achou a dit quelque chose de très grave par rapport au passé. On a vu dans ce pays des militaires tirer sur un bébé et sur le dos de sa mère, elle-même tuée auparavant, quelques minutes auparavant, une fillette tuée avec sa mère, et c'est le même gouvernement, à travers l'ancien ministre de la Communication, qui nous disait que ça ne peut pas être au Cameroun. Il y a eu toute une orchestration pour démontrer que le lieu, le décor, l'habillement et tout, ce n'était pas les militaires camerounais. Mais très vite, eux-mêmes se sont rendus compte que ce sont des militaires camerounais. Et je tiens à dire, sur ce cas précis, il faut que le peuple camerounais sache quelle est devenue l'enquête sur ce bébé tué sur son dos, sur le dos de sa mère elle-même tuée. Quelle est devenue l'enquête sur la deuxième femme tuée avec sa fillette. On a dit que des personnes avaient été interpellées. Où est la suite de l'affaire? On voudrait bien savoir. Et des zones d'ombre qui persistent autour de ce drame survenu à Moyouka, alors que le gouvernement affirme qu'il s'agit des Zamba Boys. Le père de la victime conteste la version officielle, estimant qu'il a vu un homme en tenue militaire qui a porté atteinte à l'intégrité physique de son enfant qui en est décédé. Avec vous, maître Roland Djiou, sur la sortie du porte-parole du gouvernement qui relate avec des détails précis comment on en est arrivé à la mort de cet enfant. Le gouvernement estime que c'est une arme blanche qui a été à l'origine de ce meurtre et que le père en question appartiendrait à des groupes armés séparatistes dont il a été l'un des déserteurs et que la femme, la mère de l'enfant et le père ont essayé d'échapper à l'arrivée des Zamba Boys en abandonnant leur enfant dans la maison.
Est-ce que vous croyez en cette version des faits telle que relatée par le porte-parole du gouvernement? Tout d'abord, je pense qu'il n'est pas question ici de croire ou de ne pas croire. Je voudrais signaler que la relation des faits que vous venez de faire, monsieur Noufélé, pour tout esprit à peu près normal, est de nature à glacer le sang. On en est arrivé dans ce pays à banaliser des choses qui, normalement, devaient susciter l'effroi. On parle là d'un bébé de 4 années. De 4 mois, je vous en prie, qui a été froidement assassiné de manière sauvage. Et tout ce qu'un ministre d'un gouvernement illégitime trouve à nous dire, c'est des circonstances manifestement, et c'est un avis personnel, cousu de fil blanc, pour nous décrire avec un sadisme les circonstances dans lesquelles cet enfant aurait pu être assassiné. Ça, c'est d'un. De deux, je pense qu'il pourrait lui-même faire l'objet d'une autre plainte de la part du monsieur, parce qu'il l'accuse, urbi et orbi, de faire partie des forces ambazoniennes. Je ne sais pas sur quelle planète vit monsieur Sadi, mais peut-être qu'il vit sur une planète où lorsqu'on regarde dans une assiette, on peut avoir les dons de divination. Ça, c'est d'un. De deux. Et même si on pouvait croire en ce qu'il dit, on est à quelle phase? Est-ce que à ce stade-ci, on peut dire avec certitude que cela s'est passé comme il l'indique? Il y a quand même, et je prends pour mon compte ce qui a été dit précédemment, on avait au minimum besoin d'une enquête sérieuse. Au minimum. On avait au minimum besoin d'entendre la voix de ceux qui sont chargés de mener les poursuites. Et maître Signor Barrister Akbo Achou l'a dit tout à l'heure, il y a un procureur quand même là-bas. Il pouvait s'exprimer sur les tenants et les aboutissants de l'enquête. Mais non, comme cela s'est vu, et encore une fois, j'emprunte à M. Kamgia, comme pour nos camarades, on a vite fait de les accuser de tout et de rien, en réalité pour noyer le poisson, en réalité pour faire la diversion. Et c'est ce qui est choquant. Nous avons un pays qui vit une crise fratricide insupportable depuis 3 années. Et depuis 3 années, les ministres de la communication se succèdent et font de la diversion. Chaque jour, encore plus. J'ai envie de penser que Pascal Boniface avait raison quand il parlait des intellectuels faussaires, les experts en mensonges. Parce que c'est devenu leur tasse de thé au quotidien, enfumer les Camerounais. Et je me demande si on peut parler de ministre de la communication dans ce sens-là. Peut-être qu'il s'agit de ministre de la propagande. Peut-être qu'il faut l'assimiler peut-être à Joseph Goebbels, de l'époque, d'une sombre époque nazie. Peut-être, je dis ça, je ne dis rien. Mais quand même, il faut à un moment donné que nous nous ressaisissions dans ce pays. Que nous ayons un petit sursaut de rationalité. Et que nous acceptions que ceux qui sont en face de nous et qui sont nos compatriotes ont un peu d'intelligence et qu'ils ne peuvent pas tout avaler simplement parce que celui qui l'a dit serait ministre de la communication d'un gouvernement désormais illégitime. Après ce que vous savez, c'est-à-dire le hold-up électoral qui est d'ailleurs devenu permanent. Le gouvernement qui a tranché, donnant sa version des faits sur ce drame survenu à Muyuka, Maître Emmanuel Pincy, vous venez de suivre les premières interventions sur ce plateau qui insiste sur les zones d'ombre autour de la communication du gouvernement concernant sa version officielle à propos de ce meurtre d'un bébé de 4 mois, les circonstances et les auteurs. Votre réaction? J'ai écouté les réquisitoires des membres du parquet contre un ministre de la République. Je crois que, je prends par exemple un parti comme le MRC, au moment où on demande l'apaisement, qui continue toujours à, dans l'injure, traiter un ministre de Goebbels. Goebbels, je ne sais pas si vous savez ce que c'était, ça c'est vraiment le nazisme. Le nazisme n'a rien à voir avec ce qui se passe au Cameroun, avec la propagande. Je crois qu'il veut avoir des propos qui sont mesurés. Vous avez le droit d'avoir votre avis, cher confrère. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Non, je vous ai pas on parle de la crise anglophone, on ne parle pas du MRC. Maître Roland, permettez-moi d'argumenter. Vous êtes trois à avoir dire des choses immondes contre le ministre de la République. Notons juste que vous n'êtes pas dans le sujet. Je vous en prie, Maître Roland, vous permettez à Maître Pincy d'aller. Quand vous n'avez rien à dire, vous êtes toujours en train de Maître Pincy, vous avez la parole, allez-y. Je tiens à dire ceci. Ce qui s'est passé est intolérable et inadmissible. Voilà. Enfin. Ça, c'est un point, c'est inadmissible. On ne peut pas tuer un enfant qui a 4 mois, qui est innocent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur sa circonstance, la mère a dit qu'elle-même n'a pas identifié les personnes.
parce que les choses ont changé. Elle n'a pas dit que c'est telle ou telle personne, que c'est le militaire camerounais. Elle les a décrits. Non. Vous pouvez, n'importe qui met les treillis, vous pouvez couper la tête des militaires, prendre leur tenue et porter un certain nombre de choses. Pour l'instant, et je crois que l'une des choses qu'on a dit, qui est intéressant, il y a un procureur général là-bas que je connais bien, qui est un ami, qui va pouvoir faire une enquête circonstancielle. Il ne me dit pas que les enquêtes n'existent pas. Il y a un meurtre dans ces circonstances, le dossier est ouvert, il faut laisser le dossier suivre son cours. Cela dit en passant, il y a des indices graves et concordants. Tout le monde sait qu'à la CDC, on ne travaille plus. Je crois qu'ils sont maintenant 12 000 personnes en chômage technique qui ne travaillent pas. Quand quelqu'un dit je travaille à la CDC, c'est pas celui qui va au travail. Bon, la deuxième chose, oui, ça ne veut pas dire qu'il était au travail. Bon, la deuxième chose, c'est que personne ne sait qui est un bad boys ou pas un bad boys. Parce que non, dans la population, dans les populations, vous le connaissez parce que peut-être ils sont de temps en temps, vous les voyez. Monsieur Sadio, je le connais. Non. Puisqu'il fait des communiqués. Non, vous les voyez, laissez-moi terminer, monsieur. C'est ça. Le jour où vous serez au pouvoir, quand vous serez légitime, pour l'instant, vous êtes dans le pays de qui je savais. Si je savais, vous êtes en prison dans le cadre d'une procédure qui est engagée. Et je voudrais dire, et je voudrais dire que si vous voulez l'apaisement dans ce pays, alors parlez du MNC, ne faites plus des injures contre des ministres, ne faites plus des attaques contre le gouvernement. Si vous voulez qu'il y ait la paix, si vous voulez un bras de fer, le bras de fer va tomber contre vous parce que vous êtes dans une situation difficile. Nous en parlerons. Je voudrais également dire ceci. On en parlera. Je voudrais également dire ceci, c'est dit. Il ne faudrait pas que cette chaîne devienne une chaîne qui soit une chaîne. Toujours, tous les jours, camto. C'est un prisonnier. C'est vous qui en parlez, cher maître. C'est vous qui en avez parlé. Maître Percy et Maître Roland Jéhou, messieurs, je vous rappelle, je vous en prie, je vous précise. Il faut cesser ça. Vous êtes, je suis venu. Maître Percy, je vous en prie. Maître Percy, je vous en prie. Mais qu'on n'insulte pas le Maître Percy, je vous en prie. Vous m'écoutez, vous êtes sur Equinox Télévision, qui est une chaîne indépendante qui traite de tous les sujets brûlants d'actualité et donne la parole à toutes les sensibilités politiques qui respectent la République. Et vous êtes invité ici en tant qu'avocat au barreau du Cameroun, en tant que militant. Je suis membre de la commission marketing et communication de RDCC. Alors, justement, et vous vous exprimez sur un sujet précis, comme le couple Equinox Télévision, je m'excuse de tous les sujets. Je m'excuse de vous avoir Je suis tout à fait d'accord. Alors, maintenant, revenons sur ce sujet concernant la version officielle du gouvernement à propos du meurtre de ce bébé de 4 mois. Il y a des zones d'ombre, selon les premiers panélistes qui ont évoqué ce sujet, et vous êtes en train de relater d'autres événements. Alors, je suis en train de dire que sur les zones d'ombre qui existent, c'est l'enquête qui va déterminer avec certitude ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que tout le monde doit voir si on est objectif dans le cadre d'une affaire. Bon, cela dit en passant, nous sommes dans une zone où des indices, certainement que le ministre a, ont pu faire en sorte qu'il puisse avancer une version. Il n'avance pas une version comme ça en l'air, en pensant que le ministre est quelqu'un d'irresponsable. Sachez d'abord que c'est un diplomate, donc c'est quelqu'un qui a un langage qui est très mesuré, et s'il a dû le dire, ça veut dire qu'il existe des indices graves et concordants qui ont poussé à faire croire que, et ce n'est pas la première fois, tout le monde sait que sur cette zone-là, lorsque vous voulez quitter les combattants, les ambazoniens, on vous assassine et on vous tue. Donc cette version est une version qui est plausible, mais sous réserve d'enquête. C'est ce que je pourrais dire en tant que juriste. C'est parce que lorsque vous les quittez, il peut y avoir des mesures de représailles. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. C'est ce que j'ai à dire. Mais qu'on ne se mette pas, quand on arrive sur un plateau, Sadi peut être votre père, vous ne pouvez pas l'insulter. Vous devez respecter les ministres de la République. Et au moment où le gouvernement est en train de tendre la main pour qu'il y ait la paix, il ne faudrait pas qu'on envenime la situation. Au moment où le gouvernement tend la main pour qu'il y ait la paix, ce sont des scènes d'horreur qui se multiplient sur le théâtre de la crise anglophone. Serge Sora, sur cette sortie du gouvernement pour relater sa version des faits quant à ce drame survenu à Muyuka, est-ce que pour vous, la sortie du gouvernement permet d'apaiser les tensions et les doutes quant aux circonstances réelles de ce drame survenu à Muyuka? Permettez-moi, Cédric, de vous dire d'abord qu'il n'y a pas une mort qui soit une cerise sur le gâteau. Que ce soit un vieillard de 100 ans, ou un même militaire au front, ou un bébé,
il n'y a pas de mort qui soit acceptable. Sur ce point, soyons constants. Arrêtons de criminaliser qui que ce soit. Et sachons qu'il n'y a pas une guerre propre. Nous sommes en zone de conflit. Moi, je ne connais pas un pays au monde où il y a eu un conflit et où il n'y a pas eu de bévue. Mais on ne dit pas qu'on tolérerait quoi que ce soit. Évitons une chose qui permette de ne rien gagner après avoir débattu. Parce qu'il y a des moments où le silence est d'or et la parole d'argent. Il lui-même était préférable sur cette question de se taire. Pourquoi? Parce que personne ici sur ce plateau ne peut me dire qu'il a une information fiable. Personne. Même les journalistes qui étaient sur le terrain. Bon, pourquoi cet homme n'a pas porté plainte? Pourquoi il enterre sa fille? Vous, on peut tuer votre enfant et vous l'enterrer? Vous pensez vraiment que c'est possible? Moi, je ne pense pas. S'il l'a fait, il a peut-être ses raisons. C'est pour ça que je n'oserais pas me prononcer là-dessus. Quant au gouvernement, patriote militant de l'UPC, je crois que ma position n'est pas à définir. Je n'attends pas que le gouvernement ait une position qui va apaiser les gens. C'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, parce que nous venons de très loin. J'ai l'impression que souvent, les Camerounais ne comprennent pas le curseur sur lequel nous sommes. Je vais prendre des anecdotes peut-être. Vous savez que nous savons un pays où il y a ceux qui ont tout le pouvoir et tout, au point de ne pas savoir au maire ce qu'ils ont, et ceux qui sont tout, mais qui n'ont rien, parce qu'ils ne peuvent rien faire et qui ne sont rien. Et face à ce complexe, il n'est pas aisé de juger qui que ce soit. Parce que nous sommes avec des gens qui semblent ne pas être chez eux. Et en même temps, qui veulent qu'on construise ensemble. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter. Sur le cas précis, il y aura une enquête, mais nous sommes en zone militaire. Ne me dites pas que vous attendez une information après cela. Ne me dites pas cela. J'aurai le malaise de vous dire que vous êtes naïf. Parce que vous êtes en zone de guerre. Vous savez que s'il n'y a pas une pression, si nous étions dans un pays où tous les acteurs sociaux agissent de manière coordonnée vers un objectif clair et précis, la société civile mettrait peut-être la pression pour que l'armée camerounaise, même dans 10 ans, dans 15 ans, rende compte de certains bévues commises par certains éléments. Parce que, ne faisons pas comme si les militaires étaient des hommes sans foi ni loi. Eux aussi souffrent. Vous n'êtes pas sûr qu'il n'y a pas des gens là-bas qui sont déjà psychologiquement atteints? Vous croyez que parce qu'ils auraient commis des bévues, l'État, si c'était possible, allait les mettre comme ça en public et vous dire que bon, voilà ce qui s'est passé en ce moment-ci? Moi, je ne crois pas qu'en ce moment-ci, même si ils ont la bonne information, même si la justice fait son travail, ça se fera de cette manière. Mais je dis, nous les citoyens, nous devons nous mobiliser. On aurait peut-être commencé par appeler à un collectif des gens de Mouyouka pour qu'eux-mêmes à Mouyouka puissent faire un deuil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont voir le monsieur, ils lui disent qu'on s'organise autour de toi, allons saisir le procureur, qu'on enlève ce corps, même s'il est enterré, qu'on fasse des autopsies crédibles, et puis on verra la vérité. Parce que, quelles que soient les circonstances, il n'y aura pas d'apaisement s'il n'y a pas contrition. Il n'y aura pas contrition s'il n'y a pas vérité. Et il n'y aura pas justice. Justement, sur le théâtre de la crise anglophone, des scènes d'horreur qui se multiplient. Après ce drame survenu à Mouyouka, c'est la tête d'un enseignant retrouvé en plein centre-ville de Bamenda. Avec vous, maître Emmanuel Achou, comment expliquer que de telles scènes d'horreur se multiplient après le passage du Premier ministre chef du gouvernement qui a pourtant appelé tout le monde à se tourner vers la paix et à, bien sûr, prendre la main tendue du président de la République, lui-même soucieux de pouvoir amorcer le dialogue? Oui, moi j'ai toujours dit que le Premier ministre a effectué des descentes de prise de contact avec la population. Ce n'est même pas, moi je ne peux pas qualifier ces sorties d'une mission de paix, parce que c'était juste une descente de prise de contact. Vous avez vu qu'il marchait et il rencontrait des gens à Bamenda, sur quelques endroits où on avait concentré des personnes, et alors que le reste de la ville était en ville morte. Donc, ce n'est pas une mission de paix, et le message que le Premier ministre a essayé de véhiculer n'est pas passé. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le message n'est pas du tout passé. Et pourquoi?
Quel est ce message? Le message, le chef de l'État m'envoie vous dire qu'il est prêt à dialoguer sur tout sauf la sécession. Les qui sont en train de faire la guerre? Ceux qui veulent l'indépendance de Southern Cameroun. Alors, si vous êtes donc venu dire aux populations que le chef de l'État est prêt à dialoguer sur tout, sauf ce pourquoi on est en train de faire la guerre, est-ce qu'il y a message? C'est pour cela que lorsqu'il est arrivé dans le sud-ouest, l'accueil a été encore plus clair. Cette fois-là, il a entendu les coups de feu. Pour aller à Kumba, ce n'était pas facile. Arrivé à Kumba, il a encore rencontré seulement un groupe select de personnes. Tout le reste de la ville étant dans les vieux mondes. Donc, le message n'est pas passé. Il ne faut pas que le gouvernement continue dans son attitude de banaliser des choses. Qu'il prenne cette affaire au sérieux. Ça fait 3 ans. Mon confrère a bien fait de dire c'est une guerre fratricide, c'est-à-dire un frère qui tue l'autre. Guerre entre frères. Est-ce que ça vaut la peine? Monsieur Soa a dit on est en zone militaire. Oui, on est en zone de guerre. La guerre là, c'est entre qui et qui? Vous menez la guerre contre votre propre peuple. Et vous êtes fiers de parler qu'il y a la guerre dans le Cameroun. Guerre des Camerounais contre d'autres Camerounais. Monsieur le Président de la République doit savoir que pour arrêter cette histoire, il doit arrêter sa guerre qu'il a déclarée. Lui-même a déclaré cette guerre. Il faut qu'il arrête. Tant qu'il ne va pas arrêter la guerre, il va envoyer des émissaires. Aller porter quel message, je ne sais. Ça ne passera pas. Mais le chef du gouvernement a dit qu'il est nécessaire que les forces de sécurité et de défense restent dans cette zone pour protéger les populations d'éventuelles exactions menées par ces groupes armés séparatistes. Il faut que le Premier ministre lui-même, qui est originaire du Sud-Ouest, essaie de dire la vérité qu'il connaît. Il sait très bien que les personnes qu'on présente comme des sécessionnistes sont des groupes d'autodéfense des populations constituées pour protéger la population contre les militaires. Il faut qu'il le dise. Il faut que le Premier ministre le dise. Parce que ce qu'on appelle les sécessionnistes là, ils ne tuent pas la population. Ah bon. Ils ne tuent pas la population. Lorsque le MINCOM dit le père de l'enfant là était un Amba boy, est-ce que c'est un crime pour un Amba boy de quitter Amba? Puisque c'est volontaire, c'est un truc, c'est une défense collective. Alors, si vous décidez de ne plus faire partie de la défense collective, ça devient un crime. Non, mais il faut que ces personnes arrêtent de nourrir la population avec de fausses informations. Nous connaissons tous ce qu'il y a comme problème. Tant que les bases des fondations de l'État ne seront pas revisitées, pardon, oubliez tout ce que vous racontez là. C'est là le problème. En 61, les bases ont été faussées. Et le Cameroun est né en 61? Non, je vous pose la question. Les rois Douala représentaient les gens du Nord-Ouest. Non. En 1908. Parlez. Il y a pas 1908. Non, faut pas charger. Je sais réviser votre histoire, monsieur. Que vous ne connaissez Je vous pas. en prie, Bon, Maître tout à l'heure, tu Percy, demandais à Maître Dio de te laisser parler. Je te laisse, je te donne même. Voilà, permettez à ne Maître m'interromps plus. Emmanuel Achou d'aller Ne m'interromps plus. Parlons Je dis donc, parlons histoire. Maître Emmanuel je suis le Achou, modérateur, merci. Maître Emmanuel Achou, vous avez la parole. Allez-y. Merci Cédric. Je disais donc qu'il faut que le gouvernement cesse de tromper la population avec des imageries. On connaît le problématique, mais on laisse. On veut regarder autre chose. Le problème qui est ici, c'est quoi? J'ai dit les bases de la fondation de l'État étaient faussées. Les anglophones se sont levés pour dire non, nous ne pouvons plus continuer à ce contexte. Adressez-vous à ce problème. Tant qu'on va laisser le vrai problème pour aller chercher ailleurs, ça n'ira pas. Tout à l'heure, un panéliste a dit, est-ce que quelqu'un va aller enterrer son enfant qui est tué comme ça sans enquête? Mais vraiment, c'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, Maître Percy annonce qu'il y a une enquête. Je ne sais pas qui fera l'objet de l'enquête. Le père de la fille, la mère et les voisins sont partis se cacher parce qu'ils ont dit la vérité et ils savent que les billes sont en train de les chercher. Vous allez mener l'enquête avec qui? On ne va pas quand même accuser ce corps de l'armée d'être en train de chercher des personnes pour d'autres intérêts. Je vous en prie. Dans la vidéo que Equinox est descendu faire, ils l'ont clairement dit, ces personnes l'ont clairement dit, nous sommes en train de rentrer à notre cachette. Monsieur Edmond Kambia, vous étiez là.
Ils l'ont clairement dit. Alors l'enquête qu'on nous annonce là sera faite avec qui? Nassi se cache. Alors, justement, ces exactions qui se multiplient, ces cas de violation des droits humains sur le théâtre de la crise anglophone, alors que tout le monde attend la mise en place de ce process de dialogue. Edmond Kamgia, le centre des innocents, qui vient entacher ce processus de paix et de dialogue très attendu depuis de nombreux mois sur le théâtre de la crise anglophone. Oui, le sang des innocents, le sang des bébés, parce que quand un bébé meurt, est tué dans des conditions aussi effroyables, ça ne peut laisser personne indifférent. Quel est ce pays où ça devient naturel et banal de voir des bébés assassinés? On l'a dit pour le bébé assassiné sur le dos de sa mère. Voilà notre bébé. Et demain, on va assister peut-être à un autre bébé qui sera froidement assassiné. Le monde entier nous regarde. Le Cameroun est-il devenu le pays où on assassine les bébés de manière sommaire? Il faut s'interroger. Parce que c'est l'image que nous renvoyons à l'extérieur. Il faudrait qu'on fasse très attention. Le processus de paix, le processus qui aurait dû être celui de négociation, n'a pas encore été amorcé. Parce que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faudrait parvenir à des discussions. Et pour les discussions, il faut démarrer par des négociations à travers des interlocuteurs connus et identifiés. On a toujours dit dans ce pays, en tout cas, le gouvernement s'interroge, se demande avec qui il va discuter. Les personnes avec lesquelles il va discuter sont là. Ayoub Tabé est là, avec tout son état-major. Il s'est toujours proclamé sécessionniste. C'est une aile politique de la sécession. Il n'a pas changé d'avis. Lors des procès, je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'est défini comme un ambazonien. Il a dit qu'il n'est pas camerounais, il est ambazonien. Cela signifie qu'il assume politiquement les actes qui sont posés. Voilà un interlocuteur avec lequel on peut discuter. Si John Gouté est descendu sur le terrain, il a dit on va discuter de tout, sauf de la sécession. Cela signifie-t-il que Ayoub Tabé et ses camarades sont d'office écartés? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais il y a plus grave. Quelques jours après les visites sur le terrain du Premier ministre, chef du gouvernement au nord-ouest et au sud-ouest, il y a le Minat à Tangandji qui est passé à France 24, qui a dit totalement le contraire du message de son chef de gouvernement, en disant que on ne va pas discuter de la forme de l'État. Il a recadré son supérieur. Enfin, tout se passait comme s'il recadrait son Premier ministre, le Premier ministre, c'est-à-dire son chef. La question que nous nous posons, quel est le véritable message du président Paul Biya à la nation concernant le dialogue national qu'on annonce inclusif? Est-ce qu'on va discuter de tout sauf la sécession, ou alors on ne va même pas discuter de la forme de l'État? Parce que nous avions cru au départ, en écoutant le Premier ministre John Gouté, qu'on va discuter de tout sauf la sécession. Cela laissait sous-entendre qu'on peut discuter valablement de la forme de l'État. Si on ne peut même plus discuter de la forme de l'État, à quoi va servir ce dialogue? That's the question. Alors que le Cameroun traîne les pieds pour aller vers ce dialogue, c'est la tête d'un enseignant qui a été retrouvé en plein cœur du centre-ville de Bamenda, dans le chaudron de la crise anglophone. Le ministre de l'Enseignement secondaire a présenté ses condoléances. Le gouverneur du Nord-Ouest a promis que tout sera mis en œuvre pour retrouver les restes de la dépouille. Les enseignants ont manifesté pour dénoncer le fait qu'ils sont désormais des cibles sur le théâtre de la crise anglophone. Maître Roland Djou, des cas de violation des droits humains, quelles peuvent en être les conséquences au moment où tous les Camerounais attendent la fin de cette guerre fratricide? Nous sommes aujourd'hui tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une crise humanitaire désormais impossible à nier dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce sont là les conséquences d'un autisme de notre gouvernement qui considère ces populations comme des gens avec qui on ne peut pas discuter, qui considère ces populations comme des gens à qui il faut absolument tout imposer, au point où, dès que cela n'est plus possible, il faut utiliser la force des armes pour faire, disent-ils, entendre raison. C'est gênant de devoir revenir sur la même chose et de devoir dire que, en fait, pourquoi en est-on arrivé là? Je crois que c'est la seule question qui vaut la peine d'être posée. Aujourd'hui, on assiste aux conséquences d'un problème qui puise ses sources dans la mauvaise articulation de notre vivre ensemble. Il s'agit essentiellement de ça. Et notre vivre ensemble a au moins deux facettes. Il y a cette facette-là qui est liée à
aux retrouvailles fraternelles de 1961 mal négociées ou dévoyées quelques années plus tard par l'esbrouf politique ambiante, hérité du reste de la colonisation, n'en déplaise à mon confrère aîné. D'ailleurs, j'ai failli oublier avant de prendre la parole tout à l'heure. Je profite pour m'excuser, chers confrères, de vous avoir interrompu tout à l'heure. Vous savez que ce ne sont pas mes habitudes. Je continue en disant que cet esbrouf politique-là, quand est-ce qu'on va y mettre fin? L'esbrouf politique consiste à tirer sur des gens et dire qu'ils ont été piétinés par balle. Vous vous souvenez qu'on est un 26 mai. Et le 26 mai 1990, je crois, il y a eu une marche à Bamenda où un parti politique voulait simplement exister. 6 morts sont arrivés, on a dit qu'ils sont morts piétinés. On ajoute piétinés par balle parce que résultat des courses, les personnes étaient quand même décédées à la suite de balles. Quand vous avez des manifestants qui reçoivent des balles qu'on dit plus tard non létales, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, confrère aîné, c'est bien celui que vous appelez ministre de la Communication. C'est lui qui a dit que les balles que nos camarades ont reçues étaient des balles non létales. Bien. Quand vous avez un contexte en plein Yaoundé, où vous avez 2 de nos camarades, Aslam Dioda, Robert Tachim, pour les citer, qui se font enlever en pleine ville pour une destination inconnue, en plein Yaoundé. Imaginez ce qui Ils sont libérés depuis, hein? Ah ouais, parce que vous ne voulez pas, il faut le dire. Oui, mais il faut préciser aux téléspectateurs. Voilà. Il ne faut pas que ça reste sur les téléspectateurs qui sont formés. Voilà. Allez-y, je vous avez la parole. Je peux poursuivre? Messieurs, poursuivons le débat. Vous avez la parole. Allez-y. Merci d'avoir confirmé qu'ils avaient quand même été arrêtés et qu'ils sont libérés. Mais bonne question, pourquoi avaient-ils été enlevés donc, cher maître, vous qui êtes de la cellule de marketing d'un parti qui fait un peu mal son marketing lui-même? Je veux dire que quand on est à Bamenda et qu'on peut faire le parallèle avec ce qui peut se faire à Yaoundé, dites-vous bien que ceux-là vivent dans une terreur indescriptible. Les populations qui disent qu'elles sont rentrées dans leur cachette et on trouve cela suspicieux. Si on peut en être arrivé à se cacher à Yaoundé, parce qu'on a peur qu'on peut faire l'objet d'un enlèvement pour une destination inconnue. Il y a d'ailleurs un activiste bien connu à Yaoundé, monsieur Anama, qui aujourd'hui est enlevé. Personne ne sait où il se trouve. Il y a des informations qui laissent penser qu'il serait à certains endroits de Liguesono. Je ne vais pas m'avancer plus que ça. Mais voilà un pays dans lequel on passe le temps à dire aux gens qu'il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Et quand il y a des scènes d'horreur, on veut savoir quelles sont les conséquences. Pourquoi en est-on arrivé là? Maintenant, s'il faut vraiment donner un point de vue sur les conséquences sont connues. Les conséquences, c'est que d'un, on ne trouvera pas de solution si on s'enlise dans l'escalade de la violence et de tous les camps. Il faut le préciser. Deux, on ne va pas échapper à une internationalisation de ce conflit, qui a d'ailleurs déjà commencé parce que la situation humanitaire, la crise humanitaire fait déjà l'objet de l'agenda des Nations Unies. N'en déplaise à tous ceux qui veulent nous donner désormais des leçons de souveraineté et de panafricanisme, il aurait fallu dans ce cas de figure-là d'abord ne pas adhérer à l'ONU. Nous sommes membres de l'ONU et si la crise humanitaire en zone anglophone fait l'objet du débat au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est bien parce que nous sommes membres de l'ONU. Et je termine en disant, j'ai bien remarqué tout à l'heure que au RDPC, on a du mal à répondre aux questions sans s'offusquer de ce que le MRC et le professeur Kamto et la coalition autour de lui puissent, disons, faire l'actualité. Mais ce n'est pas de notre faute si votre camarade a choisi le village de Si Je Savais. Parce que c'est parce qu'il a choisi le village de Si Je Savais qu'il a mis à nu votre camarade à Tangandi. S'il n'y avait pas eu le village de Si Je Savais, on n'en serait peut-être pas à cette montée dans l'actualité. Et donc, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Je voulais simplement le dire pour signaler que nous, au MRC, on l'a toujours dit, et on l'a dit dès le départ. Le Cameroun mérite un changement, mais nous avons fait le choix de travailler à ce que ce changement-là arrive par la paix. Lorsque vous fermez donc les voies de la paix, du dialogue, de la discussion, etc., les voies politiques, vous ne donnez pas beaucoup de choix à ceux qui n'ont pas la patience de supporter votre
autisme. Et donc, cela ne peut que entraîner les conséquences qui se traduisent dans une escalade de la violence. Surtout que, et je prends là pour mon compte ce que le doyen Edmond Kambia a dit, il y a même sur la question du dialogue déjà une esbrouffe qui se voit. Est-ce que M. Dion Ngouté, avec tout ce qu'on peut considérer comme bonne volonté de sa part, est allé dialoguer? Est-ce qu'il n'est pas peut-être allé plutôt faire une mise en scène? Je me pose juste des questions, avant qu'on ne me fasse des procès d'intention. Est-ce qu'il n'est pas allé rencontrer ses propres amis? Parce qu'il ne vous a quand même pas échappé que le Fonds Nangwa Fort est quand même un membre influent du RDPC. Si on quitte Yaoundé pour aller à Bamenda, rencontrer Fonds Nangwa Fort pour discuter avec lui, on ne peut pas quand même dire qu'il s'agit d'un dialogue inclusif. Parce que si c'est inclusif, ça n'inclut que les personnes du RDPC ou proches de là. Donc, et justement, et à ce propos, il y a toujours des tensions dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où des exactions et des cas de violation des droits humains se multiplient. Maître Emmanuel Pincy, et la communauté internationale reste très attentive à ce propos. Il y a la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui est venue rencontrer le président de la République, faisant part de la disponibilité de son organisation à accompagner le Cameroun dans la recherche des solutions urgentes à la crise anglophone. Le Cameroun qui répond toujours que le processus de paix et de dialogue est en cours, et pourtant, sur le terrain, Maître Pincy, ce sont des violations des droits humains qui sont observées avec cet enseignant décapité et dont les images ont choqué l'ensemble des populations du pays. Oui, permettez-moi d'abord de dire que je m'insurge contre les propos du représentant du MRC, qui est toujours dans la violence verbale au moment où nous cherchons la paix, et qui a parlé, s'agissant du Premier ministre, de l'esbrouffe, et il a utilisé des termes qui ne sont pas les miens. Je dois dire ici que l'armée camerounaise est une armée républicaine, et vous devez savoir que l'armée camerounaise, il y a des cours sur les droits de l'homme qui ont le plus gros coefficient, un coefficient très important. Donc si vous n'avez pas assimilé ces cours sur les droits de l'homme, si vous n'avez pas la moyenne, vous échouez. Donc le fait. Vous avez des exemples, par exemple, de la tête de l'enseignant Kouré. Je suis très étonné qu'on ne dise pas que c'est l'armée qui l'a fait. Et qu'on se retrouve dans une situation où vous avez oublié quand même de dire que mon ami Emmanuel Achou est un président d'un parti politique d'opposition. Parce que vous le placez là comme s'il est simple avocat. C'est un parti politique d'opposition qui est là et qui démontre en tout état de cause sa sympathie envers ceux qui attaquent l'État avec des armes. Je n'ai pas dit qu'il est complice. Je dis qu'il affiche sa sympathie. Parce qu'il se comporte qu'en disant, bon, moi j'étais là sur place, j'ai vu la personne, je suis allé là, il circule librement dans une zone où tout le monde est tué. Je ne sais pas comment il a fait pour ne pas être arrêté par ces personnes-là qui tuent tout le monde. Moi j'ai peur d'aller dans le sud-ouest. C'est le chez moi. Bon, même si tu vas là-bas, on tue les gens de chez vous. C'est le chez moi. Bon, non, c'est pas pour ça. Si tu te trouves avec tes frères dans la rue, à ce moment-là, qui sont en train d'attaquer l'État, etc., je ne te demande pas de dénoncer tes frères, mais tu leur demandes en disant que le gouvernement veut la paix. Et c'est ce que le Premier ministre a fait. Je suis très surpris. Le Premier ministre, vous prenez les armes comme le gouvernement. Qui a commencé à attaquer le gouvernement? C'est le gouvernement qui a C'est pas le gouvernement qui a tiré les premiers. Non, c'est le gouvernement. Non, monsieur. Alors, deuxièmement, au point de vue historique, je suis très étonné. J'ai l'impression que, Achou, tu dois recommencer à relire tes livres d'histoire. Le Cameroun n'a pas commencé en 1961. Je suis très surpris chaque fois. L'UPC est ici sur ce qui s'est passé lorsque Ouniobé est allé en 1954. La bataille de Ouniobé avec un certain nombre de patriotes aux Nations Unies s'était demandé qu'on se retrouve dans le cadre de la réunification du Cameroun dont la superficie était à peu près... nous avons perdu presque 375 000 kilomètres carrés. Et c'est cette situation-là, il fallait qu'on retourne au statu quo ante, qui est cette situation que recherchait l'UPC. Et il faut ici réhabiliter ce qu'avait fait l'UPC à l'époque. C'était de faire en sorte que, comme la Société des Nations avait disloqué le Cameroun, avait transformé une partie en disant il y aura
une partie sous protectorat français, une partie sous protectorat anglais. On doit revenir à cette situation du statu quo ante, mais non pas faire un simulacre de situation qui fait en sorte que Ndélé, lui voulait, qui avait épousé une femme nigérienne et qui était un des leaders, voulait que le Sud-Ouest parte, que le Cameroun occidental parte au Nigeria. Donc c'était la guerre. Donc si on doit aller au statu quo ante, nos frères qui se trouvent, parce que Maïdougouri, Boko Haram, leur siège, c'était au Cameroun. Le nord-ouest du Sud-Ouest, c'était... On se retrouve, la situation actuelle du Cameroun est la faute des Nations Unies. Parce que si... Comment expliquez-vous ça? Je vous explique. Ben oui. Le problème de la réunification du Cameroun devait réunir tout le Cameroun, c'est-à-dire jusqu'à l'état de Borno. Et revenir... Avec de canard perdu. Oui. La Damawa State. Voilà. Et également... Two states. Oui, j'approuve. Et de l'autre côté, le nord et le sud, c'était quelque chose qui était uni. Nous avions une surface qui était très grande. Donc on a fait un truc qui fait en sorte que on a amputé du Cameroun d'un territoire. Et comme la guerre de Boko Haram a commencé, et vous voyez que Boko Haram s'adressait aux Camerounais. Ça veut dire que c'était en fin de compte des gens qui étaient des Camerounais avant, qui voulaient venir au Cameroun. Est-ce que cela exclut les revendications de ces populations aujourd'hui qui ont connu un système de gouvernance sous la forme fédérale et qui n'ont pas été très d'accord avec la décentralisation telle qu'elle s'est menée? Est-ce que cela ne peut pas être pris en compte lorsque le gouvernement écoute ces populations qui revendiquent? La faute du gouvernement, et il faut l'assumer, c'est que depuis 1996, il n'y a pas eu une décentralisation effective. Le problème qui se passait avant dans les pays anglophones, nord et sud-ouest, quand vous avez un marché, vous n'avez pas à régler. Quand vous avez des problèmes de travail public, ça se réglait là-bas. Moi, mon oncle, la personne qui m'a élevé, Guillaume Séké, était le premier gouverneur du Cameroun occidental. À l'époque, qui était le nord et le sud-ouest, c'était tout simplement une seule, une seule province. Et moi, je connais comment c'était, parce que j'ai été à Bouya, j'ai été comment ça se passe. Donc, ce sont des gens qui sont formidables, même si les Anglais n'ont rien fait. Quand vous allez chez les Achou, quand on vous dit que you are not the member of the law, pour entrer dans un club, une petite maison bizarre, mais effectivement avec beaucoup de prestance. Les Anglais, quand vous devez passer sur une route, deux voitures ne pouvaient pas passer sur un pont. C'est une voiture qui passait et l'autre attendait. La colonisation anglaise, comme ils ont mené là-bas, était une colonisation qui ne fonctionnait pas. Ça ne marchait pas. Mais effectivement, ils ont donné à ce côté-là le goût de l'indépendance. Et c'est cette richesse-là que nous devons avoir. Le gouvernement camerounais ne devait pas avoir un centralisme qui est de nature à entraîner des maniements de fonds très importants. Et ce sont des gens qui sont au niveau du pouvoir central qui ne veulent pas que la décentralisation soit effective. Et effectivement, l'autre problème, c'est la nomination d'une certaine personne qui sont des personnes francophones dans des zones anglophones avec le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, le commandant de légion, le commandant de brigade, etc. Sans oublier le trésor. Oui, le trésor. Et c'est ça, en fin de compte, qui fait que ça a entraîné, moi c'est Mouna qui me l'a dit, ça a entraîné que les gens se sont fâchés en disant que nous sommes colonisés par les francophones, alors qu'il s'agissait tout simplement de faire une réforme de l'État. Donc, ce que je voulais dire, la réforme de l'État, oui. Discuter sur toutes les formes de l'État, oui. Voilà. Mais respecter les dispositions de l'article 2 de la Constitution, le Cameroun est un et indivisible. À votre suite, Maître Achou, sur ces propos de Maître Emmanuel Pincy concernant la perception de ces Camerounais des régions du nord-ouest et du sud-ouest par rapport à la crise actuelle et au fait qu'il faudrait poser les problèmes différemment et non utiliser des moyens violents contre le gouvernement. Il accuse notamment ces populations, du moins ceux qui mènent ce mouvement armé séparatiste, d'avoir pris les armes contre le gouvernement de la République. Merci Cédric. Je note d'abord que Maître Pincy a passé beaucoup de temps à Paris où il a appris le droit, mais apparemment l'histoire du Cameroun, lui, vraiment il n'est pas très amical avec l'histoire du Cameroun. Dis pourquoi. Vous voyez, Maître Pincy ignore que entre la République du Cameroun et le Southern Cameroun était un État
était un semi-État en 1948. Que le Southern Cameroun se gère seul depuis 1948. Semi-État, ça veut dire quoi en S'il vous droit? plaît. Je S'il sais vous pas, plaît. semi-État... Ça, c'est l'histoire. Ça veut Ça, même c'est dire ce que vous avez semi-État demandé en tout droit. à l'heure que j'ai rentré. Oui, mais semi-État, ça veut dire... Au niveau Vous en prie, Maître constitutionnel. Vinci. C'est un point précis. Semi-État, ça veut dire Maître quoi? Vinci, permettez-lui d'aller jusqu'au bout pour qu'on comprenne En 48, quel est son c'est point de la vue. SDN. Je vous en prie, Vraiment. permettez qu'il aille Parce jusqu'au qu'on bout. a eu Vous voyez, le vous premier voyez, ici, hein. j'avais raison de Maître dire. Emmanuel l'autonomie Assou, interne. allez-y. Il a tout appris sauf l'histoire du Cameroun. Ah non. Parce que Parle-moi en français. 48, Southern Cameroun était rattaché au Eastern House of Assembly au Nigeria et ils sont sortis de là pour créer leur part d'assemblée à Boya. Et ils ont eu une constitution, peut-être que lui ne connaît pas, de Macpherson's Constitution, qui a été suivi par le Southern Cameroon's High Court Law qui a mis en place le système judiciaire qui est là. Et les premières élections démocratiques en Afrique ont eu lieu dans le Southern Cameroon. C'était un État. Donc, quand nous parlons En quelle aujourd'hui, année? Les premières élections. lorsque vous avez dit que Ndele a gagné les élections, il a gagné quoi? Non. Ndele a gagné les élections, il était Premier ministre. Donc, vous-même, vous avez, en tout cas, vous avez appris ça. Ah bon, j'ai maintenant appris. Merci beaucoup. Vous avez appris qu'Ndele a gagné les élections parce Je vous en prie, on avance, monsieur. Alors, je dis donc, il n'est pas question ici de rentrer au SDN. Nous parlons des deux États qui existaient en 1961. Alors, le problème c'est quoi? Après le plébiscite, qui a vu le Southern Cameroun décider de retrouver ses frères de la République du Cameroun, il y a eu donc la conférence de Fumban qui devait trancher sur la Constitution. La Constitution, n'est-ce pas, qui devait gérer les deux parties. À Fumban, le président Ahidjo est venu avec le projet de Constitution fédérale qu'il a remis à Foncha. Foncha a appelé les Anglais à qui il a présenté ce projet et les Anglais ont dit non, on ne peut pas sauter les États. Avant ceci, il faut un traité d'union. On a donc convoqué la conférence constitutionnelle de Yaoundé. Et à cette conférence constitutionnelle, les Anglais étaient présents et ont exigé qu'il y ait un traité d'union. À la sortie de cette conférence, il n'y a pas eu de traité. Ahidjo a décrété l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale. Si vous voulez, comme vous connaissez beaucoup l'histoire, dites-moi donc l'Assemblée nationale qui a voté la Constitution fédérale. Dites-moi, vous connaissez beaucoup l'histoire. Quelle est l'Assemblée qui a voté? Ahidjo a posé un certain nombre de voix de fait. Constitutionnel n'a rien signé. S'il vous plaît. Non, non, vous avez la la question. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout. apportez la. Alors, Ahidjo a donc Parce que fait c'est- des choses. c'est Il pas a l'histoire, ça. décrété- Mais c'est pas vrai. Il a décrété l'entrée en vigueur d'une constitution Ce ne sont pas fédérale. dans vos habitudes. Non. Ça ne reste pas là. De la même manière qu'il a créé la constitution la République fédérale du Cameroun, Ahidjo en 72 a encore abrogé ce qu'il avait créé. Par discours. Dans les réseaux sociaux, ce discours circule. Mais non, c'est un vote. Voilà. Et là, il a abrogé. C'est pas sérieux, ça. Confrère, laissez-moi parler. Non, 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 non. C'est du Il a charme. abrogé C'est pas sérieux, la ça. République fédérale par discours. Il a mis en place Mais c'est pas un sérieux. référendum. Vraiment, un référendum où les questions étaient oui ou yes. Nous avons les billets. Et aujourd'hui, maintenant, messieurs, je vous en prie, au-delà de ce débat, sur les questions un de débat l'histoire, historique sur ça. je vous en prie, Il faut un débat aujourd'hui, historique. maintenant, il y a des revendications qui vais sont donc légitimes, revenir il y a à la des question. mouvements. C'est une simplification Allez-y. fausse. Mais c'est pas vrai. C'est du n'importe quoi. Je vous en prie, messieurs, un peu de respect. Faut pas falsifier Quant l'histoire. au point de vue de tous les uns et les autres sur ce plateau, Faut aussi donner permettez aussi la parole à l'UPC. Permettez à Vous Maître les aimez trop. Emmanuel Achou d'aller jusqu'au bout. Maître Vous les Emmanuel aimez Achou, trop, aujourd'hui, l'UPC. il y a des mouvements beaucoup l'UPC. séparatistes qui Au ont point de pris les désigner armes leur secrétaire contre le général. gouvernement de la République. Merci, Maître Pensi. merci Cédric. Lorsqu'en 2016, les populations sont descendues un 1er octobre dans les rues, personne n'était armé. Ils sont descendus avec l'arbre de la paix et des branches. Maître Pensi a posé la question ici, qui a pris les armes d'abord? Est-ce que c'est les populations ou c'est l'armée professionnelle
qui a utilisé les armes contre les civils qui avaient les armes de la paix en main. Nous avons vu, nous sommes encore vivants, nous tous on était témoins de ce qui s'est passé. Tu étais encore sur place. Nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez oublié, lorsqu'on a arrêté les enfants à Boya, des étudiants, on les a entassés dans les camions comme des sardines. On les a brimés en les mettant dans les mains d'eau. On violait beaucoup. Le Laurent Ouéba a dit à l'Assemblée, ma nièce a été violée. Là au moins je ne mens pas. Mais elle a violé, elle a présenté. Alors, quel est donc le problème maintenant? Mais ça c'est n'importe quoi. Quel est donc le problème maintenant? Mon cher confrère, vous avez... Avançons dans ce débat. Vous avez dit alors, il y a un problème qui se pose concernant, je vous en prie, concernant cette crise anglophone. Maître Emmanuel Achou. Alors, le Premier ministre achève sa mission dans le nord-ouest et le sud-ouest, et après, il tient un conseil de cabinet sans évoquer la crise anglophone dans son communiqué final. Comment appréciez-vous? Et c'est pour cela que j'ai dit ici, j'ai dit ici auparavant qu'il faudra que le Premier ministre, qui est lui-même du Sud-Ouest, apprenne à dire la vérité à son gouvernement. Parce que quand lui il connaît les problèmes, il sait. Il sait que les anglophones ont dit trop c'est trop, vous ne pouvez pas éteindre notre État et nous transformer en sous-fief. Donc pour vous, c'est pas le problème. Justement, après vous mettre Achou, Serge Soros sur ces revendications qui sont multiformes, et aujourd'hui ce sont les populations qui sont prises en tenaille entre deux feux, à savoir ceux des forces de sécurité et de défense et les groupes armés séparatistes. Il y a des organisations internationales qui attirent l'attention du gouvernement camerounais et qui interpellent également ces forces, ces groupes armés séparatistes sur des exactions et des violations des droits humains. Tout le monde estime que seul le dialogue et le processus de paix peuvent mettre fin à cette escalade de violence. Est-ce que vous entrevoyez le bout du tunnel concernant cette crise? Absolument. Quand on aspire à gouverner un pays, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas avancer des propos qui pourraient plutôt paraître fallacieux ou bien falsificateurs de l'histoire. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a des moments où le silence est d'or et la parole d'argent. Je comprends que Maître Achou ait évoqué ici des éléments d'histoire qui tiennent, mais pas tous. Le problème de l'unité du Cameroun, ce n'est pas le problème de 61 seulement. 61, moi je vais aller plus loin. Le Cameroun est une compilation de micronations. Le Cameroun n'existe pas avant les Allemands. Et prenez conscience que c'est parce que la nation se fonde sur des faits historiques qui nous unifient. Le premier fait qui nous unifie, c'était cette violence de l'impérialisme contre les Camerounais à partir de 84. C'est ça qui rapproche les Douala, les Bassa, les Madola qui les sont 1884. Voilà le Cameroun. Et cette unité-là, faites attention, cette unité-là, c'est elle qui fonde même notre nation jusqu'à ce jour. Non, ça c'est l'imposture. Les Douala ne représentaient pas les Bamenda. Monsieur Achou ne peut pas parler de Bamenda. Et j'insiste en disant qu'il y a même un rapport entre Madola par exemple et le Cameroun. Mais ils se sont tous entendus pour dire que face à cet impérialisme, on doit faire nation. J'insiste là-dessus, que les Camerounais... Monsieur, je vous en prie, il a la parole. Il faut faire nation, c'est-à-dire quoi? Il faut faire unité. Et c'est ça qui va traverser la violation de 1916. C'est-à-dire qu'on divise le Cameroun en deux. Le Lamido de Kalfou qui est au nord aurait pu se dire que moi je reste maintenant au nord, ça va, je n'ai plus rien à faire avec vous. Et ceux qui s'étaient retrouvés du Cameroun britannique auraient pu dire on reste là-bas, on n'a rien à voir avec vous. Mais c'est eux qui revendiquent les premiers. Achou, ce sont vos ancêtres qui revendiquent les premiers. Les francophones doivent même avoir honte. Je vous le dis, ce n'est pas les francophones qui étaient les premiers à pleurer pour l'unité. C'est vous. Vous avez écrit Cameroun avec K. Pour dire le Cameroun sous la forme allemande. Imaginons qu'on ait adopté la langue allemande. Serions-nous face à une crise aujourd'hui de culture linguistique? Imaginons qu'on ait adopté le modèle allemand d'éducation. Pour dire quoi? Pour dire qu'allons au fond des questions et qu'aucune ne soit tabou. Je vous reconnais qu'après Littleton,
Constitution, après la Macpherson Constitution, il y avait eu des autonomies internes au sein de la colonie du Nigeria. C'était la colonie. C'était toujours la colonie. Au Nigeria. Mais il y avait une certaine autonomie. Et la Southern Cameroun avait atteint son autonomie. Comme en 58, le Cameroun aura aussi son autonomie. Mais la dynamique unitaire comprend la KNC, Cameroun National Congress, K pour dire tout le Cameroun, comprend la KNDP ou la OK. J'ai dit au Southern Cameroun. C'était avec un. C'est écrit. C'est le cas NDP. Même le One Cameroun. Et quand on arrive donc à la discussion sur comment on va à l'indépendance, c'est vrai, il y a une France qui veut l'indépendance, mais elle a perdu les élections. Il faut le dire aux Camerounais, ne leur dites pas qu'il y avait. Elle a perdu les élections. Il y a une manipulation. Vous avez utilisé un mot qui est très intéressant sur le plan historique. Le plébiscite. On avait même exclu l'éventualité de perdre l'élection. Mais ce n'est pas nous qui l'avions évoqué. Parce qu'il y avait eu des accords en dessous entre les Britanniques et les Français. Oui, bien sûr. Pour dire qu'ils vont garder. Parce que j'insiste encore là-dessus, il n'y a pas eu que 2 référendums au Cameroun, il y en a eu 3. Il y avait eu un référendum test en novembre. Et les résultats étaient certes crédibles, clairs, que tous les Camerounais voulaient rentrer dans le Cameroun. Les Britanniques ont dit aux Français, puisqu'ils ne s'en intéressaient pas, le même problème se pose au Ghana, avec le Togoland qui avait été rattaché au Ghana. La crise qu'il y a là, c'est ça là-bas. Oui, bien sûr. Alors, les Britanniques ont dit aux Français, on n'allait pas tout reprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais revenir là en détail pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. On a dit qu'au Cameroun, Southern Cameroun, seuls les Camerounais vont voter dans la partie sud. Et au Northern Cameroun, conscient des résultats du premier référendum, on a autorisé même aux Nigériens résidents de voter. Malgré cela, si on additionnait les 2 voix, même le Northern Cameroun allait revenir au Cameroun. Si on additionnait les 2, on n'a pas additionné. C'est pour ça qu'on a perdu cette partie-là. Alors quand ça arrive, on demande, c'est vrai encore, que l'impérialisme qui nous presse, qui nous mutile, avait mis en place un plan pour qu'on ne respecte pas le chronogramme qui était celui des Camerounais. C'est pour ça qu'il faut que ce soit un débat des Camerounais et un débat franc. Et cet héritage culturel et historique, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a su le gérer pour répondre aux préoccupations des populations sur le triangle national? Je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis de l'UPC, donc vous devez avoir votre réponse. Vous savez que nous ne partageons pas. Ce gouvernement a échoué parce qu'il avait été formaté pour échouer. Parce que ce qu'on ne dit pas, camarades, cercle panélistes, monsieur Achou, il y avait eu 2 constitutions avant Fumban. Fontia n'était pas venu les mains vides. Mais Fontia ne s'était pas entendu avec Ndele et Toumaza quand ils sont arrivés à Fumban. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème économique qui se posait. Les prospections pétrolières n'avaient pas encore commencé à être exploitées. Mais on savait qu'il pourrait y avoir des richesses dans la région. Et il était question de voir comment, parce que là-bas, la zone était une zone coloniale. La colonisation, c'est l'exploitation privée. En allant à l'indépendance, il fallait qu'on fasse des investissements publics. Et Fontia avait commencé, ça il faut dire ça, il faut que les élites disent ce qu'ils ont fait. Ils ont négocié pour que 3/4 du budget fédéral viennent de la subvention du Cameroun oriental. En contrepartie de quoi, ils soutiendraient la constitution. Comprenez ça bien, parce qu'on accuse beaucoup de gens alors que ce n'est pas ce qui s'est passé. Il faut qu'on dise la vérité historique. Pour que lorsque nous allons nous asseoir pour discuter, on sache ce qu'on va prendre et ce qu'on va enlever. Lorsqu'il passe en 1961, est-ce que vous savez que c'est les anglophones qui demandent à Idjo d'accélérer vers l'unité? Allez consulter les archives. La commission Moussa Yaya qu'Idjo met en place à partir de 1964 n'était pas censée annuler la fédération. Elle était censée l'alléger, soit réduire les membres des parlements des États fédérés, soit trouver un moyen pour que les gouvernements soient allégés parce que ça leur coûtait cher. C'est encore, je ne les accuse pas, je ne les citerai pas, c'est encore de l'autre côté que sont venues des voix. Ce qu'Aïdjo a fait là. S'il n'avait que les francophones réclamaient même cette forme-là pour que les régions de la zone francophone bénéficient aussi d'autonomie. Est-ce que vous le savez? Parce que les subdivisions qui existaient avant se sentaient déjà mutilées. Parce que la démocratie dont vous parlez existait déjà en partie
Parce qu'en 56, on est allé aux élections avec plusieurs partis. C'était le En multipartisme. 58, on est allé aux élections avec plusieurs partis. Tout à fait. Mais Oui. la mise en scène, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on stigmatise, pour que ce dialogue soit productif, il faut qu'on fasse des efforts. Et tout le monde, qu'on fasse des efforts à la fois, de vrais retours aux sources. Nous, à l'UPC, avant les élections présidentielles, on a commis une réflexion qu'on a distribuée à tous les candidats et à tous les leaders politiques, le projet Cameroun. Si vous lisez ce document, qui sera encore présenté et dédicacé d'ici quelques jours, vous allez comprendre que ce qu'on veut même accuser, nous sommes dans une nasse. Et je ne suis pas sûr que nous soyons tous conscients que nous sommes dans une nasse quand j'entends certaines interpellations. J'ai été très gêné de voir la manière avec laquelle, sur l'évocation de l'assassinat des enseignants, presque tout le monde est passé très vite. Presque, je ne comprends pas pourquoi. Je remarque quand même que quand ça a concerné ce qui était supposé être une bévue de l'armée, et tout le monde a eu beaucoup d'arguments. Mais quand ça a concerné un décapité enseignant, je dis bien un enseignant, c'est-à-dire celui qui forme la société. Si nous voulons créer des Camerounais, qui soient Camerounais, il nous faut des enseignants. On est passé dessus comme de l'eau sur la plume de loi. Et justement, le journal Le Messager a été surpris que lors du conseil de cabinet qui s'est tenu jeudi à l'immeuble Étoile à Yaoundé, pas un mot sur la crise anglophone dans le communiqué final. Pourtant, le Premier ministre revenait d'une mission de 2 semaines dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et il y a eu ces scènes d'horreur, à la fois ce bébé tué à Mouyouka et cet enseignant décapité à Bamenda. Edmond Kamgia. Oui, cela nous a surpris également, parce que généralement, après les conseils de cabinet, effectivement, il y a un communiqué qui sort, qui fait en quelque sorte la synthèse des débats, des discussions qu'il y a eu au sein du cabinet. Que le thème ou la thématique sur sa descente sur le terrain dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ne figure pas, ça pose un réel problème. Je dirais même plus. C'est l'aveu qu'il y a un problème de cohésion gouvernementale sur la gestion de la crise anglophone. Et on sait, je le disais d'ailleurs dans l'une de mes interventions, que le Premier ministre a été contredit par un membre du gouvernement dans les positions qu'il a assumées sur le terrain, positions qui sont celles, selon lui, du chef de l'État. Quand le communiqué ne fait pas mention de la crise anglophone ou des événements qui viennent de ces deux régions, cela signifie de 2 choses l'une. Soit le Premier ministre prend acte de ce que la contradiction qui lui a été opposée par un membre du gouvernement est une sorte de casus belli qui mérite d'être réglé par la haute hiérarchie et il n'en parle pas. Soit il estime, en n'évoquant pas la question, qu'il a été en réalité mis dans une situation où tout ce qui lui reste à faire est de déposer son tablier, de démissionner. Ah bon? Oui, voilà une analyse possible du fait, du fait que le communiqué ne fasse pas mention de la crise anglophone. On peut même se poser la question de savoir s'ils ont même débattu de la question. Parce que ça se passait entre les ministres. Mais si on n'évoque pas la question, cela signifie qu'il n'y a pas unanimité sur ce qui va être dit à l'opinion publique sur cette question. Et là, il faut véritablement s'interroger sur la volonté du gouvernement de régler cette crise, d'ouvrir le dialogue qui a été annoncé par lui-même, John Gouté. Parce qu'il a annoncé un dialogue que le chef de l'État lui a prescrit de dire sur le terrain. Au moment où on s'attend à ce qu'on nous annonce une date éventuelle et des protagonistes éventuels, il n'en parle même plus. Mais cela signifie que le gouvernement vis-à-vis du peuple camerounais et vis-à-vis de la communauté internationale assume ce que j'appellerais le mépris. À la lumière de ce conseil de cabinet tenu jeudi dernier à l'immeuble Étoile, où il a été question de parler à la fois des stratégies d'amélioration des infrastructures routières et des infrastructures de transport au Cameroun, pour vous, maître Emmanuel Achou, cela est prioritaire de tenir un conseil de cabinet sur ces questions au moment où le Cameroun fait face à une telle crise dans ces 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest? Je pense que M. Thibault Nagui avait raison de dire que le gouvernement du Cameroun ne fait absolument rien pour résoudre la crise qui sévit dans les régions anglophones. Parce que
quand je suis les analyses de M. Edmond Kangia, je me rends compte qu'en fait, si je prends la première hypothèse, que le problème entre le Premier ministre et la contradiction apportée par Tangandji soulevait un problème que le chef de l'État devait régler. Si je prends cette hypothèse, je constate que si c'était le cas, le cabinet devait quand même en parler pour envoyer au président de la République pour qu'il règle la question. Pour qu'il règle la question. Comme ça, vous êtes content. Il ne va pas la lever. Pour qu'il règle la question. Oui. On a vu ça dans les autres cas où il y avait des conflits entre des ministres. Oui, avec Moussongué. Oui. Voilà. Mais ici, là, on n'a même pas évoqué ce problème. Ce qui veut dire que j'ai peur que la deuxième hypothèse soit vraiment envisageable dans ce cas. Parce que quand on se met à parler des routes, de la construction des routes, alors qu'on sait qu'il y a 2 régions où on ne peut pas parler des routes. Non, pas du tout. La 3e région au nord, c'est le génie militaire qui sauve la face. Alors, vraiment, la route n'est pas une priorité en ce moment-ci. Ah bon? Compte tenu même de la pression internationale qui s'abat sur le Cameroun, on demande au Cameroun de faire 2 choses. Régler la crise anglophone, libérer les prisonniers politiques. Si pour libérer et pour régler la crise anglophone, ça demande beaucoup d'efforts, est-ce que libérer aussi les prisonniers politiques demande beaucoup d'efforts? Parce que même cette question-là n'a pas été évoquée. Moi, je m'attendais même à ce que le gouvernement planche sur toutes ces interventions qui sont venues des organismes internationaux. Je m'attendais à ce qu'on mette tout ça là à l'ordre du jour. On a eu le ministre de la Communication qui est le porte-parole du gouvernement. Il a fait des sorties. Je n'ai pas vu toutes ces sorties examinées par le Conseil. Alors, je pense que vraiment, c'est le cas de dire que ce gouvernement vit une cacophonie. Une attitude du gouvernement concernant la crise anglophone qui a été évoquée dans les colonnes du Messager, qui constate que le gouvernement esquive la question de la résolution de cette crise juste après la mission du Premier ministre dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec vous, Maître Roland Diouf, sur l'attitude du gouvernement et ses priorités lors de ces réunions interministérielles sur la gestion du pays. Comment appréciez-vous à la fois que le Premier ministre vient d'achever une mission dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et tient une réunion au cours de laquelle officiellement la question anglophone n'a pas été évoquée selon le communiqué final? Je crois que c'est conforme à la démarche habituelle de ce gouvernement illégitime. C'est le déni. Le déni parce que on ne peut pas avoir mené une mission et ne pas rendre compte de la mission qu'on a menée. Je crois que c'est la logique de base. Monsieur Dion Ngouté a fait, avec grand renfort de propagande, des tours au nord-ouest, au sud-ouest, il y a un peu plus d'une semaine. Il revient à Yaoundé, il fait une réunion au conseil de cabinet, à l'issue duquel il n'en dit aucun mot. Je confirme ce que j'ai dit à l'entame, c'est le mépris et le déni. À une époque, on disait qu'il n'y a pas de crise anglophone dans ce pays. Il y a certains qui sont devenus ministres de l'administration territoriale qui ont toujours dit qu'il n'y avait pas de crise anglophone. À un moment donné, on a pressenti la réunion du 13 mai. Il fallait absolument faire un remue-ménage pour donner l'impression que quelque chose bouge. Depuis que la réunion est passée, le curseur est retombé. L'aiguille est retombée au point où on n'en parle plus, même en conseil de ministres. Pardonnez-moi, mais tout à l'heure quand j'ai parlé d'esbrouf, certains ont trouvé que c'était excessif. Mais j'attends simplement qu'on me démontre le contraire, parce que je ne vois pas autre chose que cela. Quand on observe que la démarche visait uniquement à donner l'impression à ceux qui mettaient la pression qu'on risque de faire des choses pour évoluer dans le sens qui est souhaité. Une fois que la pression retombe, entre guillemets, silence radio, au point d'en venir à nier les meurtres. Et je reviens sur l'horreur de Bamenda pour dire que nous l'avons indiqué ici, ce sont les conséquences d'un problème qui n'aurait jamais dû en arriver là.
je vais peut-être moi aussi m'essayer, sans expertise particulière, à l'histoire. Parce que on fait souvent comme si le calendrier devait commencer peut-être seulement en 1972, ou peut-être seulement en 1960. Et parfois, quand on convoque 1884, moi j'ai envie de vous poser la question, avant 1884, qu'est-ce qu'il y avait? Comme l'État, c'était pas le Cameroun. Ah non, aucun Cameroun n'existait. Voilà. Je vous en prie. Avant 1884, qu'est-ce qu'il y avait? Les populations qui s'y retrouvent aujourd'hui étaient quand même déjà... C'est quand même un peu... Vous savez, on a une certaine fibre, nous autres, pour le retour à une certaine dignité de l'Africain. On ne peut pas prétendre qu'il n'y avait rien avant 1884. Absolument. On ne peut... Du Cameroun. Pardonnez-moi, Il y avait des royaumes. je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Voilà les faits. Il a posé une question. Elle était rhétorique. Mais il y avait les royaumes. Elle était rhétorique, c'est pas à vous que je la Le posais. problème, c'est que ils n'ont pas appris ça dans l'histoire du Cameroun. Je vous en prie, Maître Pensy, ces sons permettez à Roland Duhaut d'aller jusqu'au bout. Je note que ce ne sont pas dans les habitudes de Maître Pensy d'interrompre tout le temps, comme il le Je fait. pas interrompu, je dis que Précisément, à l'instant. vous n'avez pas appris dans l'histoire. Précisément comme vous le Sur le faites. sang, avec beaucoup de brio de talent, Maître Pensy, permettez notre ami de l'UPC qu'il vous a dit développe la situation. Permettez qu'il développe son point de vue. Qu'il faudrait Maître à l'école Pensy, remettre je l'histoire vous en au prie. bout du jour. Pour les Camerounais. Permettez à Roland d'aller jusqu'au bout. Vous allez vous Ce ne, exprimer juste après. ce ne sera certainement pas vous l'enseignant. Je continue simplement en disant J'en sais autre chose. Et il vaut mieux. Je Voilà. continue en disant que, pour précision, on ne peut pas dire qu'avant 1884, il n'y avait rien au Cameroun. Ce dont on parle aujourd'hui, on parle d'unité. Mais on fait exprès de confondre l'unité nationale à un concept juridique qui est la forme unitaire de l'État. Parce que quand on convoque l'époque d'avant 1916 pour rappeler le souvenir de l'époque allemande, c'est parce qu'on y voit une forme d'État qui ressemblait à l'État centralisé franco-jacobin d'aujourd'hui. Et on dit, si on avait été à cette époque-là, est-ce que le problème se serait posé aujourd'hui? C'est pour ça que je vous replonge un peu plus loin. Si on était rentré en 1884 et qu'il fallait décider d'un État à ce moment-là, quelle serait la forme juridique? Je peux vous répondre. Je continue mon argumentaire, Pour être plus beau, s'il vous plaît. si c'est interactif, S'il je vous peux plaît, répondre. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui, parce que Les amitiés entre le RDPC et l'UPC, c'est des amitiés historiques. Oui, je suis tout à fait, des amitiés objectives d'ailleurs. Vous aurez le temps, une fois que j'aurai fini de parler, de vous faire on m'a pas ami. encore donné la parole. Tout à fait, mais sauf que vous m'interrompez et vous parlez plus que moi. Et je vous redonne encore 30 secondes. Comme vous êtes modérateur. Ce que je veux dire, c'est que on discute de la forme de l'État. Certains se battent pour maintenir l'unicité de caisse qu'ils ont hérité, de la colonisation française, qu'ils ont imposée à l'autre partie du Cameroun qui s'est réunie à elle en 1961 et qui aujourd'hui doit faire l'objet d'un tabou, si on en croit M. Atangandi, au point où il réussit le tour de force à contredire celui qui est considéré comme son chef du gouvernement. C'est donc ces incongruités-là qu'il faut arrêter une fois pour toutes dans ce pays. Moi, je voulais donc dire que comment on en sort? C'est simple. Le président Kamto et la coalition autour de lui ont commis un mémorandum au courant de la semaine dernière pour indiquer, selon eux, quelles étaient les voies par lesquelles on pouvait effectivement trouver réponse à cette crise qui s'enlise. Il s'agit essentiellement de, première chose, remettre le dialogue devant la scène et mettre sur pied des commissions, 2 commissions en l'occurrence, une qui sera chargée spécialement de discuter des réformes, y compris celles sur la forme de l'État, une autre qui pourra discuter des réformes des règles du jeu électoral pour décrisper la situation. Si on fait ça, il n'y a pas de raison pour qu'on n'en arrive pas à une désescalade. Il y a d'autres propositions qui sont sur la table. J'ai entendu le docteur Sow une fois parler de la constituante. Je pense que ce n'est pas une idée qui manque de pertinence. On peut envisager de toutes les façons, toutes les formes de dialogue pertinentes. L'essentiel étant que précisément, on veuille bien résoudre le problème de manière sincère
inclusive. Mais avec l'attitude du gouvernement, on est un peu obligé de se demander si c'est avec eux qu'on pourra aller dans ces... Le président de la République a dit qu'il est ouvert au dialogue dans un de ses discours en 2018. Cependant, Emmanuel Macron a rappelé au chef de l'État que depuis février 2019, il lui fait savoir que la crise anglophone ne peut se régler que par une réponse politique. Maître Emmanuel Pincy, ce rappel d'Emmanuel Macron, président français, à l'endroit de son homologue camerounais, montre aussi que le chef de l'État du Cameroun fait la sourde oreille aux suggestions de ses amis, ses partenaires internationaux, puisque Macron a tenu à insister dans son message lors de la fête du 20 mai, qu'en février 2019, il le rappelle en mai 2019, que pour lui, c'est la réponse politique qui peut permettre de résoudre la crise anglophone. Tous les conseils d'un pays ami sont les bienvenus. Ce n'est pas seulement les conseils de la France. Mais les conseils de la France ne sont pas des oukases. Ce sont des conseils dont on tient compte, comme on tient compte des conseils des Nations Unies et des autres pays, et de la francophonie, et de Kagame et de l'Union africaine. Tout ce qui est bon pour aller vers la paix est quelque chose qui est acceptable. Cela dit, vous n'allez pas faire que j'échappe à ce que vous avez dit sur, d'abord, le conseil du gouvernement. Ce conseil du gouvernement, le gouvernement travaille d'une manière multiforme. Le problème qui concerne la crise anglophone a fait l'objet, pendant plus de 8 jours, un matraquage. Tous les jours, on ne parlait que de ça. Mais monsieur, au sein du conseil, non, on n'a pas besoin de parler. Le premier ministre ne fait pas de rapport au ministre. Il fait le rapport de sa mission à la personne qui l'a envoyé. Et il a fait le rapport à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République. Donc c'est-à-dire ce qu'on appelle un problème de forme. C'est le président de la République qui lui a demandé d'y aller. Quand il revient au nord-est du sud-ouest, où il a été reçu, contrairement à ce qu'a dit Achou, qui est partout, parce que moi je le vois tous les jours à Douala, mais il est tous les jours là-bas également au sud-ouest, il voit comment on appelle les amis, les frères, les sœurs, pour se réunir, etc. C'est faux. Toutes les populations étaient là, et tous les journaux et les journalistes ne sont pas les journalistes maison, ont vu que ce qui s'est passé avec le Premier ministre, c'est un homme de paix. Quand il est arrivé, tout le monde a applaudi la situation, et contrairement à ce que certains ont dit tout à l'heure, il s'est retrouvé également chez Fundi pour avoir un dîner copieux. Qui était républicain, et je salue là le chairman qui a démontré en tout état de cause qu'il est moins extrémiste que certains partis politiques. Pour arriver également, pour dire quoi? Est-ce que le problème des routes, on ne doit pas en parler? Je crois qu'il y a des gens qui ont des contradictions entre ce que dit mon excellent ami Achou en disant il n'y a pas de route au sud-ouest, au nord-ouest, il n'y a pas de route à l'extrême nord, et qu'on n'en parle pas. C'est une priorité. Donc, non, c'est une priorité. Là où passe le route, passe le développement. Et la paix. Et la paix également. Et il faudrait également savoir que, s'agissant de cela, le problème qui était un problème crucial, c'est le problème de la mercuriale et le problème du coût du kilomètre. C'est ça. Qui, au Cameroun, et le FMI l'a dit, était surfacturé. Et je dois dire que sur ce point-là, il faut mettre un terme. Bon, donc, le Cameroun, le kilomètre de route, est le plus cher au monde dans un pays, et comme dit un économiste, et c'est quelque chose qui est intolérable, et ça porte un coup fatal à nos ressources budgétaires qui peuvent aller pour faire autre chose, la lutte contre la pauvreté, etc. Pour dire également que ce Conseil des ministres ne peut pas se résumer uniquement à parler de ce problème-là, mais le problème des transports concerne également la crise anglophone. Parce que les gens n'arrivent pas à se déplacer. Personne n'arrive, sauf Achou, qui peut aller se promener, lui, dans le nord-ouest et le sud-ouest, et il revient, il part, etc. Il est le seul Camerounais à Douala qui y va. Moi, je trouve très difficile parce que personne... Mais là, vous êtes en train de contredire les différents gouverneurs hein, non. qui estiment que la situation est stable dans ces régions. Non, la situation est sous contrôle. Peut être sous contrôle, une situation difficile. Voilà. Sous contrôle, ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes. Sous contrôle, ça veut dire que il y a des exactions, vous êtes un esthète, on tue des gens, mais de l'autre côté, il faudrait que, vous avez vu les difficultés, par exemple, qu'a eu le gouverneur au Kalabila d'aller installer un sous-préfet. Il fallait appeler l'armée pour essayer de le faire sortir de là. C'était des situations qui sont compliquées et très difficiles. Bon, maintenant,
Quelqu'un parlait de l'unicité de la caisse. Mais il faut bannir ça. Quand on doit faire la décentralisation, ça n'arrivera plus. Il doit y avoir l'autonomie. Et c'est ça le problème le plus important, c'est qu'il y a des personnes à Yaoundé, au niveau central, qui ne veulent pas, qui veulent toujours gérer l'argent. Et ça, il faut mettre un terme. Si nous voulons, s'il y avait le problème de la décentralisation, était allé jusqu'au bout, transfert transfert de compétences, transfert de ressources. Et qu'il y ait de l'argent, à ce moment-là, avec les régionales qui vont arriver, et j'espère rapidement, il y aura la possibilité d'avoir des financements. Tout simplement, les gens ne seront plus en train d'aller à Yaoundé, et il faudrait également digitaliser, par exemple, l'administration sur un certain nombre de documents pour les avoir, pour les travailler. Parce que quand je vais à Yaoundé suivre mon dossier, ah là 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 là, déjà quand vous arrivez au ministère, la personne là qui est chargée de vous donner le papier d'audience, il vous dit, il n'y a pas les papiers. Vous ne vous donnez pas 500 francs, 1000 francs. 500 personnes qui passent. Hein, vous comprenez? Si il y a 100 personnes, il a au moins 500 000. Parce que chaque fois, pour la demande d'audience, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que ces terreaux-là de corruption vont arriver parce que si vous voyez, la décentralisation va combattre les lenteurs judiciaires au Cameroun qui se sont multipliées. Le fédéralisme qui a été prôné par le SDF a eu un résultat de 3,36%. Ça veut dire que plus de 96% des Camerounais ont refusé cette forme-là. Mais cela ne dit pas qu'on ne va pas en discuter. Cela ne dit pas qu'on ne va pas en discuter. On va discuter, le Premier ministre a dit, on discutera de la forme de l'État, même les formes les plus loufoques, avec 10 gouverneurs par province, avec des ministres un peu partout. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Au moment où nous cherchons l'unité et l'efficacité. Ça fait 3 ans déjà que la crise quand même perdure, Maître Emmanuel Quincy. Plus de 2000 morts, avec plus de 500 000 déplacés internes, environ 30 à 40 000 réfugiés camerounais au Nigeria. Et vous le savez, il y a les examens de fin d'année qui vont démarrer DCE Advanced et O-Level et le baccalauréat d'enseignement général. Dans ces régions où les jeunes ont du mal à aller à l'école, que faut-il faire aujourd'hui pour mettre fin à cette crise anglophone? Pourquoi on est arrivé à cette 3e année où il y a des problèmes dans le secteur éducatif? D'abord, il y avait des tenants à Yaoundé qui étaient des tenants de la guerre et qui voulaient faire une sorte de blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre rapide, en utilisant des moyens, souvent, qui sont des moyens énormes. Ah bon? Ça fait 3 ans. Non, mais attendez, mais laissez-moi développer. Il y a des, il y a d'autres tenants qui sont les tenants de la paix, parmi lesquels le président de la République, qui fait un diagnostic et dit il faut arrêter. On fait ça sous son dos. Non, mais alors vous m'interrompez. Je suis en train de faire la démonstration. Je suis en train de vous dire que le constat a été fait que une société comme la CDC ne fonctionne plus. Il y a eu des accords pour qu'elle puisse avoir 80 milliards. Ces accords-là sont entre parenthèses. Il y a 15 000 personnes qui ne travaillent plus, notamment le père de cet enfant qui a été tué, et d'autres personnes. Non, il a dit qu'il travaille là-bas, ça n'a pas été vérifié. Il y a des enfants qui doivent parce que les ambassadeurs ont brûlé les écoles. Que faut-il faire aujourd'hui? Que faut-il faire aujourd'hui dans l'urgence pour résoudre cette crise? Dans l'urgence, il faut très vite qu'on s'assied autour d'une table pour pouvoir négocier, avoir la paix. Et la paix ne peut arriver qu'avec des gens qui ne sont pas là pour dire que tant que vous ne parlez que de ce problème-là, il n'y aura pas la paix. C'est-à-dire, il ne faut pas des personnes comme mon ami Emmanuel Achou, qui est un va-t-en-guerre. Il ne faudrait pas des personnes comme le MRC, qui, malgré leurs résultats mitigés, pensent tout simplement qu'ils peuvent avoir, parce que vous n'avez même pas, vous avez un conseiller, je ne sais pas combien, un député sur 180. C'était plus que ce que Macron avait. Mais Macron, ce que Macron a dit, on tient compte de ce qu'a dit Macron, plus que ce qu'il avait on tient compte de ce que le président de la République est mendiant de la paix, il veut que ça se passe. Il n'y a pas de problème entre Atangadji et le Premier ministre. Atangadji a dit qu'il faudrait que l'État soit un et indivisible. Le Premier ministre a dit également la même chose, mais il a dit qu'il est prêt à discuter sur tous les problèmes avec les Camerounais. Alors, même si le résultat sera ce que je pense, la décentralisation qui doit être,
qui doit arriver rapidement. On a tergiversé depuis 96, c'est pas sérieux. Il faudrait qu'elle arrive là rapidement, qu'on donne les moyens, qu'il y ait des régionales, qu'il y ait des municipales, et à ce moment-là, ça ira un peu mieux. Après vos explications, Maître Pensy, Serge Soran, il y a des enfants déscolarisés depuis près de 3 ans, d'autres qui essayent tant bien que mal d'aller à l'école et qui doivent affronter les épreuves écrites du DC Advanced et Ordinary Level dans ces régions anglophones, et d'autres qui sont contraints d'aller augmenter les effectifs dans des lycées à Douala, dans la région de l'ouest, du centre. Comment faut-il faire pour résoudre rapidement cette crise anglophone et permettre aux populations de pouvoir vaquer normalement à leurs activités? Mais il faudrait que tous les acteurs de la scène politique camerounaise se dessillent un peu les yeux. J'aimerais dire que les nouvelles églises souvent ont beau crier fort, mais je crois qu'avoir un Vatican et la Mecque serait toujours difficile pour elles, surtout quand elles veulent s'écarter du cap réel. L'Union des populations du Cameroun a toujours dit qu'il ne s'agit pas de vitesse, parce que nous risquons de confondre la vitesse et la précipitation. Les crises comme celle qui est au nord-ouest, j'ai dit aujourd'hui c'est la guerre, et moi je ne crois pas qu'il y ait un autre mot. Si vouloir utiliser un autre mot, c'est déjà vouloir fausser le problème. Il y a bel et bien une guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Il faut qu'il y ait un dialogue. Mais avant le dialogue, il y a toujours des préalables. Je suis surpris de la manière. Il y a des préalables. Nous, on pense à l'UPC, quand on avait commis le projet Cameroun, qu'il faut d'abord un groupe de contact. Il faut des gens qui peuvent établir la confiance d'un camp comme de l'autre. Parce que ne croyez pas que tout ce M. Pensy a bien fait de le dire aujourd'hui. Il y a des gens là-bas qui pensent qu'on peut faire la force et régler le problème. Ils ont peut-être raison, ils ont peut-être tort, nous n'en savons rien. Comme ceux qui ont commencé à manifester, ce n'est pas ceux-là qui ont pris des armes, je suis désolé. Parce qu'en 90, parmi les mouvements anglophones, parce que ces mouvements sont des associations légales, permettez-moi de vous les citer. Il y a par exemple la Free West Cameroon Movement. Ce sont des associations légalisées. Il y a l'Ambazonia de Fongordi Dinka qui avait été légalisée. Il y a la Cameroun Anglophone Movement. Il y a la All Anglophone Congress. Et en 1993, ils ont fait une proposition de constitution fédérale. Je m'avais même vous dire qu'elle a inspiré avec des billets le texte de la décentralisation. Parce que ne confondons pas les mots. On peut vous faire une fédération sans le contenu que vous voulez. Battons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans les pouvoirs locaux? Voilà, c'est ça. Et entendons-nous aussi sur les démarches. Large autonomie. Je suis souvent hérissé quand je vois la joie de certains qui pensent que l'ONU viendrait régler les problèmes. Non. Il y a des problèmes au Moyen-Orient avec 1000 résolutions de l'ONU, personne ne les règle et personne n'en parle. Ce n'est pas chez nous. Il ne faut pas qu'on ait une sorte de manuel de procédure pour indigènes et manuel de procédure pour civilisés. Je le rappelle souvent, je n'ai pas souvenir d'une intervention de l'ONU quelque part qui n'ait pas créé les catastrophes. Donc pour moi, les Camerounais doivent résoudre les problèmes eux-mêmes. Ceux qui viendront nous aider, nous allons prendre en fonction de nos propres intérêts. Soyons d'abord d'accord sur ce principe. On est d'accord là-dessus. Le deuxième principe, et je le dis, je l'ai toujours dit, parce que les gens pensent que quand tu dis une démarche qui est différente, c'est que tu commences à être pour... Nous, à l'UPC, je ne connais pas un UPC qui va vous dire qu'il est proche gouvernemental, non. Mais on ne va pas casser la chaise parce que ce n'est pas nous qui y sommes assis. Ne comptez pas sur nous. On ne va pas mettre le feu au Cameroun parce que ce n'est pas nous qui gouvernons. Nous continuons à croire qu'on peut changer ce Cameroun. Ça prendra le temps, c'est pour ça que rapidement ne me plaît pas. Parce que nous sommes en politique. Et nous sommes dans l'histoire des peuples. Souvent la vitesse des individus n'est pas celle de tout le peuple. Le roi Christophe. Pour sortir de la crise, prenons notre mal en patience et posons les préalables clairs. Le dialogue national inclusif, tous les sujets, y compris ceux qui peuvent fâcher, mais commençons par un groupe de contact, mettons en place nos propres casques blancs, c'est-à-dire que, et appelons, vous n'allez jamais dire à une armée de déposer les armes, appelons nos frères, my dear Britain of Northern and Southern, de déposer les armes, et d'avoir, on ne leur dit pas de sortir avec, on leur dit d'accorder un cessez-le-feu
pour que le groupe de contact vienne discuter avec eux comme John Frunzi a fait, et il leur a dit ce qu'il voulait. Voilà les solutions qui peuvent rassurer à la fois ceux qui sont là-bas et ceux qui sont au pouvoir qui pensent qu'ils vont y rester éternellement, parce qu'eux aussi, il y a la panique là-bas. Ah, il y a la panique et il y a les faucons qui peuvent nous envenimer la situation. Montrons-leur qu'on ne veut pas une implosion sociale. Après vous, Serge Soro, Edmond Kamga, un mot sur la sortie de comment sortir de cette impasse dans laquelle se trouve le Cameroun avec cette crise anglophone et d'autres crises multiformes qui secouent la République du Cameroun. Comment amener le gouvernement à se pencher dans l'urgence à la résolution pacifique de cette crise anglophone? La première chose est qu'il est important et urgent que le gouvernement ait un message, un seul message précis et clair vis-à-vis de la communauté nationale et vis-à-vis de la communauté internationale sur l'approche de solution pour régler la crise ou la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire quoi? Il faudrait que l'on sache quel est le message réel du chef de l'État en termes d'ouverture du dialogue national inclusif. Parce que nous avons assisté, il y a quelques semaines, à une contradiction profonde entre le Premier ministre et un membre du gouvernement. Et jusqu'à ce jour, le chef de l'État ne s'est pas prononcé personnellement sur la question pour dire « voici ma position ». C'est-à-dire celle du Premier ministre, par exemple, ou alors celle de son ministre chargé de l'administration territoriale. Parce que ça peut bien être l'un ou l'autre. Mais il faudrait que Paul Biya lui-même prenne la parole pour dire « voici ce que j'ai dit ». Je m'en souviens à l'époque, en 1993, il y avait des questions relatives au débat national. Le ministre de la communication à l'époque, c'était Kontchou Koumeni, qui était le porte-parole. Il avait dit il y aura un large débat national. Paul Biya a réagi, il a dit un grand débat national. J'ai dit grand débat national. Quand le ministre, son ministre de la communication disait large débat, il lui a dit grand débat. Voici l'occasion de nous dire, est-ce que l'instruction que vous avez envoyée au Premier ministre John Ngouti visant l'ouverture d'un dialogue national inclusif sur toutes les questions, excepté la sécession, est-ce que c'est bien cela que vous avez dit? Ou alors vous avez dit, comme l'a énoncé, déclaré le ministre de l'administration territoriale sur une chaîne française, on ne débattra pas de la forme de l'État. Monsieur le Président, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait maintenant associer toutes les forces vives de la nation qui initient des mesures, des propositions dans le sens du dialogue national, leur demander, allez-y, comme par exemple la conférence générale anglophone, qui pourrait préparer le dialogue national inclusif, parce qu'elle a l'avantage de réunir l'essentiel des représentants de la communauté anglophone du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui pourrait faire un mémorandum qui servira de base pour le débat national inclusif. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Maître Emmanuel Pincy, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous, Maître Emmanuel Achou, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous, messieurs, Maître Roland Diouf, Serge Soro et Edmond Kamga, d'avoir également participé à cette émission de droit de réponse. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision.